Bienvenue dans ce cours de conditions minimales consacré aux problèmes classiques algébriques. Par classique algébrique, j'entends les problèmes qui reposent sur les propriétés des nombres, sur les carrés, les cubes, les multiples, parfois des questions vaguement déguisées, c'est-à-dire qu'au lieu de parler d'un nombre, on va parler d'un code de carte bleue ou d'un digicode, mais ça reste des questions basées sur la valeur des nombres. Et enfin, toutes les questions qui vont tourner autour des moyennes ou des proportions. Ce cours fait partie du programme gratuit Battre le Taj-Maj qui comporte une cinquantaine de cours dans les 6 sous-tests de l'épreuve, 6 tests blancs et des milliers d'exercices. Vous retrouvez tout le programme sur notre site internet dont le lien apparaît en bas de l'écran. Commençons par les questions autour des carrés, des cubes et des multiples. Alors, ces questions sont une des raisons pour lesquelles vous devez connaître votre liste de carrés. Moi, je recommande personnellement jusqu'à 31. Pourquoi? Parce que jusqu'à 31, ce sont des carrés à 3 chiffres. Ensuite, ce sont des carrés à 4 chiffres. Et ce sera surtout les nombres à 3 chiffres qu'on utilisera dans l'épreuve de conditions minimales. Qu'est-ce qui se passe en réalité? C'est que si je dois vous lister tous les carrés de 100 à 500 pour une question, soit vous les connaissez et ça vous prend 5 secondes, soit vous ne les connaissez pas, et dans ce cas-là, ça va vous prendre peut-être 1 minute, 1 minute 30, 2 minutes. Imaginons que ça vous fasse perdre 2 questions en logique, 2 questions en conditions minimales, etc. et peut-être une en calcul, c'est vite 35 ou 40 points qui s'envolent, ce qui est une paresse très très cher payée. Alors, 2 questions classiques. Première, on a un nombre à 3 chiffres A, B, C et on nous demande que vaut B. Alors, information 1. ABC est le cube d'un entier. Alors, que peut valoir ABC? C'est plutôt facile, pourquoi? Parce que des entiers qui ont un cube à 3 chiffres, on n'en a que 5. C'est 125, 5 au cube, 216, 6 au cube, 343, 7 au cube, 512, 8 au cube et 729, 9 au cube. Bon, cela étant, on en a 5 et B peut valoir quoi? 2, 1, 4, 1 ou 2, plusieurs cas possibles, l'information 1 n'est pas suffisante. Maintenant, C est égal à 9. J'ai totalement oublié mon information 1 et j'ai évidemment beaucoup de cas possibles. Je peux avoir 109, 119, 129, 139, etc., qui vont tous donner des valeurs différentes pour B. Donc 2 n'est pas suffisante. Si je cumule les deux maintenant, j'ai besoin du cube d'un entier qui se termine par un 9. 125, c'est pas possible. 216, c'est pas possible. 343, c'est pas possible. 512, c'est pas possible. Il me reste seulement 729. Donc en cumulant les deux informations, je peux conclure que c'est forcément la réponse C. Alors maintenant, Z au carré, noté ABC, est compris entre 100 et 400, que vaut Z? Alors ici, on comprend directement que c'est une question qui va avantager les candidats qui connaissent leur liste de carrés. Parce que si on vous dit un carré compris entre 100 et 500, les candidats qui ont bien préparé, ils savent quoi? Ils savent que c'est quelque chose compris entre 10, 10 au carré égale 100, et 22, 22 au carré 484. Donc la liste de valeurs que va pouvoir prendre ABC, elle est très réduite. C'est quoi? C'est 100, 121, 144, 169, 196, 225, 256, 289, 324, 361, 400, 441 ou enfin 484, c'est-à-dire 22 au carré. Là, j'ai pu dresser cette liste en 30 secondes, je les ai cités. Si jamais je ne connaissais pas, j'aurais peut-être perdu 1 minute 30. Ok, information 1. A plus C moins B est égal à 0. Autrement dit, A plus C est égal à B. La somme des deux à l'extérieur, ça nous donne celui à l'intérieur. 1 plus 0, ça donne 1, ça donne pas 0. 1 plus 1, ça donne bien 2, donc c'est possible. 1 plus 4, ça donne 5. 1 et 9, 10. 1 et 6, 7. 2 et 5, 7. 2 et 6, ça devrait donner 8. Ici, on a un 5. 2 et 9, ça devrait donner 11. Ici, on a un 8. 3 et 4, ça devrait donner 7, on a un 2. 3 et 1, ça devrait donner 4, on a un 6. 4 et 0, ça devrait donner 4, on a 0. 4 et 1, on a 5 et pas 4. Et 4 et 4, 8. Ok, on a 2 cas possibles. 121 ou 484. Donc que vaut Z, on ne sait pas. Soit il vaut 11, parce que 11 au carré égale 121. Soit il vaut 22, parce que 22 au carré égale 484. Maintenant, deuxième proposition, on nous dit A est pair. A est pair des carrés qui commencent par un nombre pair, on en connaît pas mal. On a 225, 256, 289, etc.
Donc évidemment, ce n'est pas suffisant pour conclure sur la valeur de z. Maintenant, si on cumule les deux informations, on va devoir trouver dans cette liste qu'on a isolée, donc 121 ou 484, on va devoir trouver un nombre qui commence par un chiffre pair. Le seul, c'est 484. D'accord? Donc les deux informations nous permettent pour répondre. Alors, pour un candidat donc, qui connaissait un petit peu ces nombres au carré, sa liste de carrés, en tout cas sa liste de carrés inférieure à 1000, il pouvait traiter l'exercice assez rapidement. Mais le candidat qui connaît encore mieux ces critères de divisibilité, il va pouvoir traiter l'exercice vraiment très rapidement, en quelques secondes. Pourquoi? Parce que regardez, quand j'ai A plus C moins B égale 0, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que j'ai A plus C qui est égal à B, autrement dit que j'ai un nombre de cette forme-là, où les chiffres de rang impair moins la somme des chiffres de rang pair donne 0. Et 0 c'est quoi? C'est un multiple de 11. Autrement dit, si je sais vraiment bien traduire, si je suis bien entraîné en logique, ça, je le traduis comme on a un multiple de 11. Et les carrés qui sont multiples de 11, c'est quoi? C'est 11 au carré, c'est 2 fois 11 au carré, autrement dit 22 au carré, et 3 fois 11 au carré. 11 au carré, c'est 121, 22 au carré, c'est 484, et 3 fois 11 au carré, c'est 33 au carré. On sait très bien que ça dépassera 400, on n'a même pas à le calculer. Moi, mon information 1, je l'ai traitée en moins de 2 secondes. Et je n'avais pas à lister les entiers ici qui étaient carrés. Deux questions autour des multiples des diviseurs. J'ai un nombre impair z compris entre 200 et 350. Et on va me demander de trouver sa valeur. Information 1, z est divisible par 51. D'accord? Z est divisible par 51, alors on va chercher les multiples de 51 entre 200 et 350. Qu'est-ce qu'on a? On a 51 fois 4, d'accord, qui fait 204. Et les multiples suivants, c'est quoi? C'est 255, 51 de plus. 51 de plus encore, on arrive à 306. Et le multiple de 51 suivant, c'est quoi? C'est 357. 357, c'est plus que 350, il n'est pas dans la liste. J'ai combien de nombres impairs parmi cette liste? Un seul. Donc avec cette information-là, je sais que z est égal à 255, obligatoirement. Maintenant avec l'information 2, z n'est pas divisible par 34. Z n'est pas divisible par 34, ça ne m'apprend rien. Pourquoi? Parce que 34, c'est 2 fois 17. Donc un nombre divisible par 34, ça veut dire qu'il est à la fois divisible par 17 et à la fois divisible par 2. On est bien d'accord. Mais on est certain que z n'est pas divisible par 2, vu qu'il est impair. Donc dès lors qu'un nombre est impair, alors il n'est pas divisible par 2. Autrement dit, cette information 2, elle ne m'apporte rien. Je n'ai même pas à la tester. L'information 1 était suffisante, réponse A. Maintenant, nouvelle question. Y est un entier naturel à 2 chiffres. Est-il divisible par 12? Information 1, y divisé par 36 reste 4. Qu'est-ce qu'on va remarquer ici? On va remarquer que le reste de la division par 36 d'un multiple de 12 suit toujours un cycle de 3. Pourquoi? Regardez. 12 divisé par 36. 36 dans 12, il y va combien de fois? Évidemment 0 fois. Donc 0 et il reste 12. 24 divisé par 36, il y va combien? 0 fois. 0 reste 24. 36 divisé par 36, il y va une fois, moins 36, 0, 1, reste 0. Je pourrais continuer, mais vous allez bien voir que ça revient indéfiniment. 48 divisé par 36, d'accord? Il y va une fois 36, 1, et il reste 12. Pourquoi? Tout simplement parce que 36 est multiple de 12. Donc si je divise par 36, je vais trouver un certain nombre de fois 36, de fois 3 fois 12, de groupes de 3 unités de 12, et il va me rester les 12 qui restent. Donc le reste, ce sera 12, 24 ou 0, mais ce sera toujours un multiple de 12. Est-ce qu'il peut rester 4? Non, jamais. Est-ce que c'est suffisant pour répondre? Oui. S'il reste 4 quand on divise par 36, ce n'est pas un multiple de 12. Et enfin, beaucoup plus simple, y divisé par 6 reste 4. Si on prend un multiple de 12 et qu'on le divise par 6, ça tombe juste. Parce qu'un multiple de 12, il est toujours multiple de 6. Pourquoi? Parce que 12, c'est 2 fois 6. Donc, la division par 6 d'un nombre qui est divisible par 12, ça donne toujours
un résultat juste, il n'y a jamais de reste. Donc pareil, on peut répondre qu'on est absolument certain qu'il n'est pas divisible par 12. Autrement dit, l'information 1 comme l'information 2 nous permettent de répondre, ce sera D. Bon, première question. X est-il strictement inférieur à 0? X divisé par 2 est supérieur ou égal à X. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que X est inférieur ou égal à 0. Est-ce qu'il est inférieur à 0? Je ne sais pas, il peut être égal à 0. Maintenant, x au cube plus x puissance 4 est égal à 0. Alors qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que x au cube est égal à moins x puissance 4. Alors oui, c'est vrai, ça marche avec 0. 0 au cube, c'est égal à moins 0 puissance 4, parce que toutes les puissances de 0 valent 0. Mais comme ici, les puissances paires font sauter les puissances et pas les puissances impaires, j'ai aussi une autre valeur qui va marcher, c'est quoi? C'est moins 1. Parce que moins 1 au cube, ça vaut bien moins 1, moins 1, pardon, plutôt puissance 4. Moins 1 au cube, c'est moins 1. Et moins 1 puissance 4, ça fait 1, moins 1. Bref, que ce soit l'information 1 ou l'information 2, je ne peux pas conclure sur inférieur à 0 ou pas. Si je cumule les deux, bah, la 1 n'apporte rien, parce que là j'ai déjà dit c'était 0 ou moins 1. Savoir qu'il est inférieur ou égal à 0, ça ne me permet pas de restreindre la liste. Je ne peux pas conclure réponse E. Alors, l'anti-x est-il nul maintenant? Première information, x n'est pas premier. Alors si x n'est pas premier, il peut peut-être valoir 0 en effet, mais il peut aussi valoir 1, 4, 8, 32, une infinité de valeurs. Évidemment c'est insuffisant. Maintenant qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit x puissance moins 3 est égal à x puissance 3. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Eh bien ça veut dire que x au cube est égal à 1 divisé par x au cube. Alors est-ce qu'on peut avoir 0 ici? Est-ce qu'on peut avoir 0 ici? Non, pourquoi? Regardez. Si on avait 0, 0 au cube égale 1 sur 0 au cube, non, ça ne marche pas. Pourquoi? Parce qu'on ne peut jamais diviser par 0. Donc on est certain avec cette information-là que x ne peut pas être égal à 0. Réponse B. On va passer maintenant aux questions déguisées. Qu'est-ce que j'appelle les questions déguisées? C'est qu'au lieu de parler d'un nombre à 3 chiffres ABC, par exemple, on va parler d'un code de carte bleue ABC ou d'un digicode ABC. Basiquement, ça ne change rien. On est toujours en présence d'un nombre et ce sera exactement les mêmes techniques. On a par exemple, le code de ma carte bancaire peut se noter ABCD. On nous demande la valeur du produit A fois B fois C fois D. Première information, on nous dit A plus B plus C plus D est égal à 18. Bon, on voit bien qu'on peut imaginer plusieurs combinaisons. Par exemple, 8, 8, 1, 1, ça fait bien 8 et 8, 16, plus 1, 18. Et si je les multiplie, donc le produit fait 64. Ou alors une autre combinaison, je ne sais pas, par exemple, on peut faire 5, 5, 4, 4. 5 et 5, 10 et 4 et 4, 18. Si on les multiplie, 5 fois 5, 25, fois 400, fois 4, 400. Bon, alors on peut trouver plusieurs combinaisons qui donnent des produits différents. Cette information-là n'est pas suffisante. Information 2 maintenant, est-ce qu'elle est suffisante? Mon code comporte 2 zéros. Ben oui, on l'a vu dans le cours d'algèbre intermédiaire. Si on a un produit qui comporte un 0, et a fortiori 2 zéros, quels que soient les nombres derrière, 4 et 7 par exemple, le produit vaudra toujours 0. Donc si on a un 0, a fortiori 2 zéros, le produit des 4 chiffres vaudra 0. L'information 2 est suffisante alors que l'information 1 ne l'était pas, on répondra B. Maintenant, on a une citerne cylindrique qui vaut 3000 litres. On nous demande combien de centimètres il faudrait ajouter à sa hauteur pour porter sa capacité à 6000 litres. Alors ici, on va réfléchir une seconde et on va se demander déjà quelle est la formule du volume d'un cylindre. Le volume d'un cylindre, c'est quoi? Eh bien, on l'a dit en cours de géométrie, au fond, c'est qu'un empilement de disques. Donc, vu que la formule de l'aire d'un disque, c'est pi r carré, la formule de l'aire d'un cylindre, c'est pi r carré h. Et on sait qu'ici, pi r carré h est égal à 3000, pardon, est égal à 3000. Nous, ce qu'on veut, c'est porter ce volume à 6000. Autrement dit, que pi r carré fois h2 soit égal à 6000. On comprend bien que pour passer de 3000 à 6000, ce qu'on veut, c'est doubler la hauteur.
Donc au fond, qu'est-ce qu'on cherche? On cherche juste la hauteur de cette citerne, pardon. Et la hauteur, c'est quoi? Vu que pi r au carré h donne 3000, on peut se dire que la hauteur, ça va être égal à 3000 divisé par pi fois r au carré. Dès lors, on est dans une question de géométrie assez basique. Si on me donne le diamètre qui est égal à 1,2 m, je peux trouver le rayon, 0,6 m. Et comme j'ai 0,6 m, ici je vais pouvoir remplacer le rayon, je pourrais calculer la hauteur, je la connaîtrai, et je saurai donc de combien de centimètres il faut l'augmenter pour porter sa capacité à 6000. L'information 2 encore plus simple, on me donne directement la hauteur, j'ai juste à doubler la hauteur, donc à ajouter à nouveau 2,70 m pour arriver à 6000. L'information 1 permet de répondre, l'information 2 également, on répondra D. Comme on calcule en conditions minimales, on va avoir beaucoup de questions qui tournent autour des moyennes et des proportions. Alors parfois, elles peuvent être très simples. Par exemple, quelle est la moyenne des 3 dernières notes de Nathalie? On nous dit que leur somme vaut 37 et que ces notes sont 13, 12 et 12. Si leur somme vaut 37, on peut trouver la moyenne. Pourquoi? La moyenne, c'est la somme des notes divisée par leur nombre. Donc ce sera 37 divisé par 3. Identiquement, si on dit ces notes sont 12, 13 et 12, alors la moyenne, c'est la somme des notes 12 plus 13 plus 12, divisé par le nombre de notes, 3. D'une manière ou d'une autre, je trouverai la moyenne. L'information 1 comme la 2 permettent de répondre. Réponse D. Mais dans les conditions minimales, on va avoir une vraie différence. Beaucoup de questions au TAJMA vont nous demander de la moyenne en partant de sous-groupes, d'accord? On va nous dire la moyenne des filles c'est 15 et la moyenne des garçons c'est 14. Quelle est la moyenne générale? De base, ça c'est impossible, faire une moyenne à partir de sous-groupes. Quand on peut la faire, on va considérer que c'est plutôt une exception. Pourquoi? Parce qu'il faut qu'il y ait 3 conditions réunies. Il faut que les sous-groupes soient exhaustifs, d'accord? Ça veut dire qu'ils prennent en compte tous les individus. Donc si j'ai un sous-groupe comme ça qui va prendre une partie de mes individus et un autre sous-groupe qui va prendre l'autre partie, c'est bien exhaustif et je vais pouvoir faire la moyenne à partir des sous-groupes. Par contre, si j'ai une partie de la moyenne, ici par exemple, la moyenne des gens nés en janvier et ici la moyenne des gens nés en décembre, je n'ai pas la moyenne des gens nés les autres mois de l'année, je ne vais pas pouvoir faire une moyenne à partir de sous-groupes. Il faut qu'il soit sans répétition. Pourquoi? Parce que si je prends ici la moyenne de ces individus-là et la moyenne de ceux-là, comme j'ai fait, je vais tout à fait pouvoir faire une moyenne. Mais par contre, si je me répète, si je dis par exemple les gens nés avant le mois d'octobre et les gens nés après le mois de juin, il y en a certains qui vont être comptés 2 fois. Et comme je ne connais pas le nombre de ceux qui vont être comptés 2 fois, je ne pourrai pas faire une moyenne. Donc il faut qu'il n'y ait pas de répétition, il faut que les groupes, les sous-groupes que j'utilise ne se recoupent pas. Et enfin, il faut qu'ils soient pondérés, ça c'est plutôt évident. C'est que si j'ai une moyenne ici de ces individus-là et une moyenne de ces individus-là qui est égale à 32, bon, je vais pouvoir faire la moyenne si on me dit eux ils représentent 1/3 du total et eux ils représentent 2/3 du total. Si on me dit juste qu'il y a une partie qui a une moyenne de 18 et une partie qui a une moyenne de 32, sans que je sache qui est dans quel groupe, je ne vais pas pouvoir conclure, je ne vais pas pouvoir arriver à faire une moyenne. Bien, alors une fois qu'on connaît ça, tous les exercices vont sembler beaucoup plus faciles. Quelle est la moyenne des 30 élèves de la classe de terminale S? La moyenne des garçons est de 16, la moyenne des filles est de 13. Alors, j'ai séparé garçon-fille. Est-ce que j'ai compté tout le monde? Oui, parce qu'on est soit un garçon, soit une fille. Est-ce qu'il y a des répétitions? Non, on est soit un garçon, soit une fille. Est-ce que c'est pondéré? Non, on m'a dit qu'il y avait des garçons et des filles, mais je ne sais pas dans quelle proportion. La réponse, c'est forcément E. Quelle est la moyenne des 30 élèves de la classe de terminale S? La moyenne des 15 élèves bruns est de 14, la moyenne des 10 élèves blonds est de 13. Alors, cette fois-ci, j'ai pris les bruns et les blonds. Est-ce que c'est exhaustif? Non. Parce qu'il y a peut-être des roux, peut-être des chauves, peut-être d'autres couleurs de cheveux, et ça, je le sais comment. On me dit il y a 15 bruns et 10 blonds, donc ça fait 25. Il me manque 5 personnes. Est-ce que c'est sans répétition? Oui, on ne peut pas être à la fois brun et blond. Et est-ce que c'est pondéré? Oui, on m'a dit il y avait 15 bruns et 10 blonds. Mais je n'ai pas les 3 conditions qui sont réunies. Donc, réponse E. Je ne peux pas faire la moyenne à partir de ces éléments-là. Quelle est la moyenne maintenant des 30 élèves de la classe de terminale S dans laquelle 2 options sont proposées, sciences et mathématiques, et où il est obligatoire de choisir une option au moins? Information 1. La moyenne des 20 élèves de l'option sciences
est de 15. Information 2, la moyenne des 14 élèves de l'option mathématiques est de 13. Alors, est-ce qu'on prend tout le monde en compte? Oui, parce qu'il est obligatoire de faire au moins une option, d'accord? Donc, tout le monde est compté parce que tout le monde fait au moins sciences ou au moins mathématiques. Est-ce qu'il y a des répétitions? Ben, malheureusement, oui, parce qu'on a 20 élèves en option sciences, 14 élèves en option mathématiques, ça fait 34 personnes, alors qu'il n'y a que 30 élèves dans la classe. Donc, ça veut dire qu'il y en a certains qui font à la fois mathématiques et sciences. Et enfin, est-ce qu'ils sont pondérés? Oui, on sait qu'il y a 20 dans l'option sciences et 14 dans l'option mathématiques. On n'a que 2 conditions sur 3 qui sont remplies, on ne pourra pas faire la moyenne à partir de sous-groupes. Alors attention, comme toujours en condition minimale, il faut bien se demander quelle est la question. C'est-à-dire que ce que je viens de vous dire, c'est vrai, on ne peut pas déterminer la moyenne à partir de sous-groupes s'ils ne sont pas exhaustifs, sans répétition et pondérés. Mais je vous parle de déterminer la moyenne, c'est-à-dire de trouver une valeur exacte. Et n'oubliez pas qu'en condition minimale, il y a beaucoup de questions qui nous demandent de statuer sur une proposition, savoir si elle est vraie ou fausse. Et alors ça change tout, regardez. La moyenne d'entrée à la piscine municipale est-elle supérieure à 200 personnes par jour? Sous-entendu, vrai ou faux? On nous dit du lundi au vendredi, il y a en moyenne 140 personnes par jour, et du mercredi au dimanche, il y a en moyenne 300 personnes par jour. Et là, vous allez me dire, ben, on ne peut pas faire la moyenne, parce que on a un recoupement, hein, parce que mercredi, jeudi et vendredi sont comptés 2 fois, dans celui-là et dans celui-là. C'est un raisonnement qui est intelligent, et on ne peut pas savoir en effet quelle est la fréquentation moyenne par jour de la piscine. Mais ce n'est pas la question ici. La question c'est, est-elle supérieure à 200 par jour, vrai ou faux? Et peut-être qu'on va pouvoir répondre. Pourquoi? Parce que regardez, si je sais que du lundi au vendredi, il y a 140 personnes par jour en moyenne, qu'est-ce que je peux dire? Ben, moi je sais que la somme entre le lundi et le vendredi, on est d'accord que ce sera la moyenne fois le nombre de termes. Hein? Donc ce sera 140 fois 5. 140 fois 5, ça fait combien? Ça fait 700. Je sais qu'entre lundi et vendredi, en moyenne, il y a 700 personnes. Est-ce que ça veut dire que c'est supérieur à 200 par jour? Ben non, tout ce que je peux dire avec ça, c'est que comme il y a 7 jours dans une semaine, au minimum, d'accord, la moyenne sur la semaine, la moyenne du lundi au dimanche, elle est de 100. Elle est supérieure ou égale à 100. Pourquoi? Parce que même s'il n'y a aucun visiteur le samedi, aucun visiteur le dimanche, elle est fermée les 2 jours, eh bien il y aura 700 personnes dans la semaine, et donc on aura une moyenne de 100 personnes par jour. Maintenant l'information 2, du mercredi au dimanche, il y a 300 personnes par jour en moyenne, on va utiliser le même raisonnement. Mercredi au dimanche, il y a combien? Il y a 5 jours, d'accord? Ça veut dire que la somme des visiteurs entre le mercredi et le dimanche, c'est la moyenne fois le nombre de termes. Et c'est quoi la moyenne fois le nombre de termes? 300 par jour fois 5 jours. Autrement dit, 1500. Et je suis le même raisonnement qu'ici. Je vais me dire, si la piscine est fermée le lundi et le mardi, j'aurai quand même au minimum 1500 visiteurs par semaine. Si j'ai 1500 visiteurs par semaine, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ma moyenne sur la semaine du lundi au dimanche de visiteurs par jour, c'est quoi? Elle est forcément supérieure ou égale à 1500 sur 7, on est bien d'accord? 1500 sur 7, ça fait combien? Ça fait 1400 sur 7 plus 100 sur 7. 1400 sur 7, c'est combien? C'est 200. 100 sur 7, c'est combien? Bon, on pourrait dire que 98, c'est 7 fois 14. Et que c'est donc 14 et des poussières. En tout cas, ce sera largement supérieur à 200. L'information 2 me permet de répondre. Je suis certain qu'il y aura plus de 200 visiteurs par jour, en moyenne, à la piscine. Merci d'avoir regardé cette vidéo consacrée aux problèmes algébriques en conditions minimales. Pour découvrir les autres types de problèmes, notamment les problèmes basés sur la géométrie ou sur des questions plus inspirées du calcul, je vous invite à suivre les liens vers les vidéos qui sont en bas de l'écran. Pour ne rien rater, vous pouvez également vous abonner à la chaîne de Battre le Taj Maj, visiter le site internet batteletajmaj.fr ou nous suivre sur les réseaux sociaux, je pense notamment à Facebook ou à Twitter. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour un autre cours.